Comment un personnage qui a marqué autant l'histoire s'est construit, s'est forgé, au contact de qui? Il n'a laissé à personne le soin de présenter son personnage devant l'histoire. C'est Charles de Gaulle qui a fait Charles de Gaulle, et très certainement à ses propres yeux, c'est le 18 juin qu'il a signé son acte de naissance. Dans un sens, la plus grande réussite de Gaulle, c'est la création de Gaulle. « 12 novembre 1970. C'est un jeudi d'automne, froid et pluvieux. Je vais avoir 8 ans dans un mois. La maîtresse du cours élémentaire nous a dit que le général de Gaulle est mort. Le 12 est un jour de deuil national. Je suis devant la télévision comme tous les Français. On découvre Colombey les deux églises, la dernière demeure du général. À Paris, les rois, les reines, les présidents du monde entier sont venus rendre hommage à celui qui incarnait la résistance française, l'un des plus grands hommes du XXe siècle. La France est veuve, elle est aussi orpheline. C'est en grandissant que j'ai découvert De Gaulle. Je ne l'ai pas aimé avec la passion des militants ou des religieux du gaullisme. Je savais de lui, la guerre d'Algérie, mai 68. J'ignorais presque tout de l'enfant qu'il a été, du jeune homme, du rebelle. Comment expliquer son destin? Quel est le De Gaulle secret? Comment cet homme a-t-il écrit son propre mythe? L'histoire commence en 1890 à Lille, 9 rue Princesse. Une bâtisse bourgeoise dans une rue sans histoire de la vieille ville. Il se décrit un petit Lillois de Paris. Il est né à Lille, dans la maison de sa grand-mère, à Maillot, qui est dans cette maison. Il revenait pour les vacances dans la région. Il y avait tout le cousinage dans le Nord. Il passait des vacances à Wimereux. Le Nord comptait énormément pour lui. Et sa sensibilité, sa culture, son éthique, profondément ancrée dans la sensibilité de cette région. Donc la côté un peu froid, la personne qui ne se livre pas, le respect du travail, une certaine austérité. De Gaulle naît un samedi 22 novembre à 4 h du matin. Il est baptisé dans l'après-midi. L'église de Saint-André se trouve à 2 pas de la maison natale. Charles y reçoit la foi chrétienne, un héritage qu'il portera jusqu'à la fin de sa vie. Quand il revient à Lille, durant sa jeunesse, c'est ici qu'il vient assister à la messe. Non par obligation, mais avec une grande piété. Une famille profondément catholique, une croyance très profonde, qui est monarchiste, légitimiste même, c'est-à-dire vraiment de la droite du monarchisme. Dans ce jardin d'hiver, les enfants aimaient se retrouver pour jouer. On a les portraits des 5 enfants de Gaulle, donc qui sont revenus très souvent ici. Charles, troisième de la fratrie, un enfant assez turbulent, indiscipliné, qui faisait tourner un peu en bourrique ses frères et ses cousins, notamment quand il jouait aux soldats de plomb, puisqu'il exigeait toujours de prendre le commandement de l'armée française. Il n'aimait pas perdre. Tout son argent de poche passait dans l'achat de soldats, d'accessoires pour reconstituer le plus fidèlement possible les grandes batailles avec les différents corps d'armée, la cavalerie, l'artillerie, l'infanterie. Et où il disait, moi je prends la France et je vous laisse, à toi Pierre son frère, les États du Pape, à toi Jean de Corbie, tu auras la Russie, moi je prends la France.
C'est un enfant que sa sœur décrit comme quelqu'un d'assez indiscipliné, pas forcément excellent élève. Il avait coutume de travailler plutôt les matières qui l'intéressaient, l'histoire, la littérature notamment. Donc déjà un caractère bien trempé. Un homme a compté plus que n'importe quel autre dans la formation de Charles de Gaulle. Son père. Henri de Gaulle enseigne l'histoire au collège Stanislas des Jésuites à Paris. Charles figure parmi ses élèves. Durant la guerre de 1870, Henri est officier. Il se bat durant la Commune de Paris et n'a jamais oublié les massacres et les barricades. Blessé à la bataille du Bourget, il enseigne à ses enfants la haine du Prussien, le vainqueur impitoyable. Charles ne rêve que de revanche. On a un écrit de sa part en 1905 où il écrit une campagne d'Allemagne où il est lui-même le général de Gaulle, parlant de lui à la troisième personne et en portant haut la main le combat contre les Prussiens. Donc il est habité par une légende qu'il ne va avoir de cesse par la suite de rattraper. Paris à la fin du 19e siècle. Les génies s'y bousculent, les plus grands poètes, les plus grands peintres. C'est la belle époque. En de longues promenades, Henri de Gaulle enseigne à son fils la gloire de Paris et forge son patriotisme. Notre-Dame est le monument préféré de Charles. Il aime venir s'y recueillir, seul. Patrie et religion se côtoient déjà chez le jeune adolescent. C'est dans ce Paris monumental qu'il se fait une certaine idée de la France. Charles grandit durant l'affaire Dreyfus, quand la France se déchire en deux camps, Dreyfusards contre anti-Dreyfusards, dans un climat d'antisémitisme virulent. Contre toute attente, le royaliste Henri de Gaulle se range parmi les Dreyfusards, plutôt par peur des violences que provoque l'affaire que par conviction. Charles, lui, en tire deux leçons, le refus de tout ce qui divise la France et le rejet de l'antisémitisme. Au cours de sa carrière, au cours de sa vie, il a été entouré, il s'est entouré lui-même de grandes personnalités juives, sans que cela lui pose aucun problème. Ça n'était pas la question pour lui. Regardez la compétence de la personne et pas du tout sa religion. En pleine affaire Dreyfus, de Gaulle cherche un chemin intellectuel. Il ne va pas vers le Montparnasse sulfureux que fréquentent déjà Apollinaire ou Cocteau. Non, c'est vers le conservatisme patriote qu'il se tourne. Maurice Barrès tout d'abord, le tribun, l'intellectuel de la droite radicale, anti-Dreyfusard et farouche nationaliste. C'est le nationalisme de l'attachement à la terre natale, aux morts, c'est-à-dire dans l'esprit du général de Gaulle, aux grands hommes qui ont éclairé la France au cours de l'histoire. Et là, ce nationalisme romantique à la Barrès, au fond, il correspond assez bien à la manière dont sa famille vit ce nationalisme. L'autre grand penseur de cette époque fiévreuse, celui qui a fait vibrer toute une jeunesse, c'est Charles Maurras. Maurras, l'académicien venu de Provence, antisémite virulent, monarchiste pur et dur, qui considère la Révolution comme une gueuse qui rabaisse la France. Pour moi, ce que de Gaulle a quand même, comme beaucoup de gens de sa génération, appris de Maurras, c'est l'importance de l'État. Que la France, sans un État fort, la France est vouée à la décadence, en fait. C'est quelqu'un qui connaît les grands penseurs des socialismes du 19e siècle, et pas seulement les penseurs de droite. Car à quoi rêve de Gaulle aussi, avant la Première Guerre mondiale? Il rêve d'être un grand auteur, comme beaucoup de jeunes de son époque, beaucoup de jeunes de la grande bourgeoisie. C'est le poème que Charles de Gaulle a écrit en 1908, un poème qui est très abîmé, un manuscrit qui est signe d'une anagramme, Charles de Lugal, et dans lequel on arrive encore à décrypter tout ce qu'il nous y raconte sur sa volonté de faire le sacrifice de sa vie pour son pays. Il s'appelle « Je voudrais » ce poème.
Quand je devrais mourir, j'aimerais que ce soit sur un champ de bataille. Alors qu'on porte en soi l'âme encore tout enveloppée du tumulte enivrant que souffle le combat et du rude frisson que donne à qui se bat le choc mal éclair de l'épée. L'écrivain Charles de Gaulle connaît un certain succès. Dans une revue à la mode, le Journal des Voyages, il publie La fille de Laga sous un pseudo, Charles de Lugal. Le jeune auteur déborde de sentiments romantiques. C'est un poète qui se cherche et un artiste qui adore monter sur les planches, à condition qu'on lui donne les premiers rôles. Charles, l'enfant des grandes villes, entretient dès son adolescence un rapport quasi mystique avec la terre de France. Le poète Charles Péguy enflamme son esprit. Péguy qui écrit « Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. » En 1871, les Allemands ont annexé l'Alsace et la Lorraine. En France, les instituteurs et tous ceux qui façonnent l'opinion publique martèlent l'idée de revanche. Reprendre l'Alsace et la Lorraine, ne pas rester humilié. La relation des Français avec les Allemands, les Prussiens comme on les appelait encore, est devenue complexe. Un mélange d'attirance et de répulsion. Les élèves des bonnes familles, les élèves de l'élite, apprennent l'allemand à l'école, connaissent les poètes, connaissent Schiller, connaissent Heine, apprennent à parler cette langue, et De Gaulle, comme les autres, est germaniste. Il va en 1908 en voyage en Allemagne, dans le pays de Bade. Ce qui le fascine en Allemagne à cette époque-là, plus que les monuments ou que les curiosités locales ou que la gastronomie, ce sont les gens, et notamment les gens qui ont participé au conflit de 1870-71 et qu'il va interroger assez systématiquement. Donc là aussi, il a une démarche intéressante, il n'a que 18 ans, mais il va s'intéresser à ce passé-là. Il voulait, dans un sens, comprendre la culture, la civilisation du pays avec lequel la France, inévitablement, allait être en guerre. Il est très clair que dans ce qui va modeler le De Gaulle de l'entre-deux-guerres, celui qui aboutira un jour au 18 juin 1940, cette volonté, cette crainte de l'Allemagne est absolument déterminante. En 1909, De Gaulle entre à Saint-Cyr, l'école des officiers. Reçu 119 sur 122. Un résultat meilleur qu'il n'y paraît, car la plupart des candidats échouent la première fois. Le médecin militaire note sa taille, 1,93 m. Un géant dans une société où la toise moyenne est de 1,63 m. Il était toujours un peu à l'écart de tout le monde. Il n'est pas comme les autres. Ce n'est pas simplement dans sa tête, mais il est énorme, c'est un géant. Il a une phrase qu'il utilise dans ses mémoires de guerre pour la descente des Champs-Élysées, où il dit « Je n'ai pas, pour moi qui n'a pas un physique qui plaît ». De Gaulle sort 13e de Saint-Cyr. L'armée l'envoie au 33e régiment d'infanterie d'Arras. Il y a déjà tiré 1 an comme simple troupier avant d'intégrer Saint-Cyr. Pour le petit Lillois, c'est un retour vers le nord natal et une rencontre qui comptera pour le meilleur et pour le pire. Le colonel Philippe Pétain, qui commande le 33e. Pétain observe le jeune officier et l'apprécie. Ce qu'on connaît, ce sont les notes que le colonel Pétain donne à Charles de Gaulle en 1913. Alors au premier semestre, ce sont des notes aimables mais un peu vagues, comme quoi il est prometteur, ça se passe bien. Et déjà au deuxième semestre 1913, il lui donne des notes qui sont meilleures et surtout plus personnalisées, en vantant sa grande intelligence et en pensant qu'il peut avoir une belle carrière. Le fait qu'il se soit connu à cette époque-là, à une époque où il n'y a pas d'enjeu politique,
où il n'y a pas tout ce qui va se passer par la suite, va nouer entre eux une relation, on ne peut pas parler d'amitié, parce qu'entre un colonel et un lieutenant, ça n'est pas possible, mais une relation de proximité. Pétain était un peu froid, distant, beaucoup d'autorité naturelle, etc. Donc, je crois qu'il avait énormément d'admiration pour Pétain. Le sous-lieutenant de Gaulle épouse tout de l'armée, y compris son anti-parlementarisme. L'officier se méfie du monde politique. Les militaires de carrière n'ont pas le droit de vote. Ils ne l'obtiendront qu'en 1945. La République n'aime guère l'armée, et l'armée le lui rend bien. Les déclarations qu'on connaît de lui sont toujours l'idée que la République rend la France impuissante, que du coup elle risque d'être accablée par l'ennemi qui lui a un régime fort, etc. Que au Parlement on perd son temps en bavardage au lieu d'agir. Donc il y a une culture nettement anti-parlementaire. C'est quelqu'un qui est avant tout soucieux d'un pays où la res publica, comme disaient les Romains, la chose publique, doit être défendue de façon neutre. D'où son idée, qui est fondamentale. Je n'aime pas la Troisième République telle qu'elle est, mais ça ne veut pas dire pour autant que je déteste la res publica, c'est-à-dire la chose publique. 1er août 1914. Tous les clochers du pays sonnent le tocsin. C'est la mobilisation générale. Le 3, l'Empire allemand déclare la guerre à la France. De Gaulle en rêvait de cette guerre et la redoutait tout à la fois. À présent, il commande une section de 26 hommes. Le 15 août, son régiment est envoyé à Dinant, sur le front de Belgique. Ce premier combat va être extrêmement brutal et il va faire entrer De Gaulle de plein pied dans la réalité de ce qu'est la guerre. C'est qu'il s'élance à la tête de sa section sur le pont de Dinant et qu'immédiatement, les Allemands qui sont très bien postés dans la citadelle qui surplombe la rive font un tir de barrage et il est immédiatement blessé au genou, il s'effondre et autour de lui, plusieurs de ses hommes tombent morts. Alors il a une balle qui entre dans son genou et qui va exiger quand même plusieurs mois de convalescence à son grand énervement, parce que lui, il voudrait revenir combattre sur le front, donc il fait des demandes pour être relâché plus tôt par les médecins, mais il revient sur le front qu'à l'automne. Donc on a quand même plusieurs mois d'immobilisation. À peine remis de sa blessure, De Gaulle rejoint son régiment en Champagne. C'est l'hiver, glacial. Tout a changé dans la guerre. Les armées se sont enterrées et les hommes n'en peuvent plus de la boue des tranchées, des poux, des rats et des attaques qui ne servent à rien. De Gaulle est engagé dans un des lieux les plus malsains du front. Ménil-les-Hurlus, un village dont les vestiges disent encore la violence des combats. Blessé une deuxième fois à la main droite, De Gaulle est évacué vers l'arrière, laissant derrière lui le souvenir amer d'un jeune chef en manque d'humanité. Il est tellement aux ordres qu'il a des mots assez durs vis-à-vis des troupes qui sont complètement décapitées par les nombreux assauts à travers les tranchées. Et il leur dit « il faut cesser de geindre ». Il a cette phrase très dure dans un des ordres qu'il transmet. Et là, on se dit il est encore dans la doxa de l'institution militaire. Il n'a pas encore vu qu'il y avait sans doute une autre réalité derrière tout ça. Verdun, février 1916. Les Français ont massé 1 140 000 hommes sous les ordres du général Pétain pour bloquer les 1 250 000 Allemands du général von Falkenhayn. L'offensive ennemie débute par un déluge de feu. Durant la bataille, 2 millions d'obus vont s'abattre sur les Français. Le capitaine de Gaulle a 25 ans. Il a reçu l'ordre de tenir devant l'église de Douaumont dans un enchevêtrement de tranchées et de ruines. De Gaulle se retrouve rapidement encerclé par les Allemands. Il tente de s'enfiler dans une tranchée avec quelques-uns des hommes de sa compagnie. Et là, il tombe nez à nez avec des Allemands qui lui donnent un grand coup de baïonnette dans la cuisse. En même temps, une grenade explose et tout ça fait qu'il tombe inanimé sur le sol. Ce qui est incroyable, c'est qu'à ce moment-là,
le commandement pense que le capitaine de Gaulle est mort. Il y a même un avis de décès qui est transmis à sa famille. En réalité, il a été fait prisonnier, ce que le régiment va découvrir quelques jours plus tard. Le 7 mars, donc quelques jours après, le général Pétain va le citer à l'ordre de l'armée, donc pensant qu'il est mort, dans des termes extrêmement louangeurs, en le désignant comme un officier hors pair et en disant que sa mort est le résultat de ce que De Gaulle pensait devoir à son honneur militaire. Verdun est une victoire française, au prix de 163 000 morts et 216 000 blessés. Leur chef, Philippe Pétain, devient un véritable mythe. Pour les Français, il est désormais le vainqueur de Verdun. De Gaulle est emprisonné de mars 1916 à décembre 1918. 32 mois durant lesquels il va se transformer et tenter de s'évader, 5 fois. Sur des feuilles de carnet, ses compagnons et lui tracent les chemins de la liberté. En vain, ils seront repris à chaque fois. Le 23 avril 1916, une lettre arrive. Sa famille vient d'apprendre qu'il n'est pas mort au combat. À travers les mots un peu distants, pour cause de censure allemande, on sent poindre l'émotion d'Henri de Gaulle, qui retranscrit avec fierté la citation que Pétain avait rédigée pour son fils. Il a vécu comme un déchirement, comme un échec, une honte. C'est vraiment là qu'on a la bascule entre le De Gaulle, officier obéissant, tout à fait parti pour faire une carrière normale dans l'armée française, et le De Gaulle rebelle qui pointe son nez, son grand nez, à ce moment-là, parce qu'il analyse ce qui vient de se passer et il comprend peu à peu les erreurs énormes commises par le haut commandement français, erreurs qui consistent à ne pas tenir compte de la vie des soldats. 11 novembre 1919. C'est le premier anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Cette Grande Guerre qui a tué 1 400 000 soldats et 300 000 civils. Cette boucherie qui laisse plus de 4 millions de blessés dans la société française. Pour De Gaulle, la victoire a un goût amer. Parce que le 11 novembre 1918, il se trouvait dans une forteresse allemande, prisonnier. Il n'a pas entendu le clairon qui sonne l'arrêt des combats, la liesse de la foule et des soldats. Sans doute a-t-il laissé éclater sa joie, quelques instants, mais en fait, un sentiment cruel s'est emparé de lui. Il ne sait même pas s'il va s'en remettre. Il hésite même à poursuivre sa carrière dans l'armée, tellement il se sent humilié, il ne se sent pas à la hauteur de ceux qui ont combattu jusqu'en 1918, il ne se sent pas à la hauteur de ceux qui sont morts au front, ce qui est le destin pour lui de tout militaire, de se sacrifier. Entre 1919 et 1921, De Gaulle est envoyé en mission en Pologne comme officier instructeur auprès de l'armée polonaise. En 1921, à son retour à Paris, il a 31 ans et songe à se marier. Le destin va mettre sur sa route une jeune femme, Yvonne Vendroux, une fille de ce Nord qui a toujours compté dans sa vie. Elle est une femme très belle, très riche, d'une très grande famille de la grande bourgeoisie calaisienne. Elle a eu déjà beaucoup de prétendants qu'elle n'a jamais voulu parce qu'elle a un caractère qui est peut-être encore pire que celui de son futur mari. La première rencontre se fait en présence des deux familles. Yvonne convient tout à fait à Madame de Gaulle. Elle est au moins aussi catholique que sa future belle-mère. De son côté, l'armée ordonne une enquête de moralité sur la jeune fille et ne trouve rien à redire. Le premier rendez-vous a lieu à Paris, au Grand Palais, et à l'heure du thé, Charles renverse sa tasse sur la robe d'Yvonne. Quand elle voit De Gaulle, elle dit « ce sera lui ou personne ». Donc il y a vraiment une vraie beauté, une vraie énergie dans cette relation dès le départ et qui va s'installer pour le reste de leur existence.
Le mariage est célébré à Notre-Dame de Calais, dans l'église même où Yvonne a été baptisée. Les époux partagent la même foi chrétienne. Cette foi qui guide De Gaulle sur les chemins du catholicisme social. Cette pensée qui entend réformer la société selon les principes chrétiens. Dans l'intimité, Yvonne compte énormément. Elle représente un point de solidité dans son existence nomade d'officier, d'existence menacée à de nombreuses reprises. Donc elle est un point solide, à quoi il peut toujours revenir. En 1921, De Gaulle renoue avec Philippe Pétain. Depuis l'époque du 33e régiment d'infanterie d'Arras, Pétain est devenu un héros national. Lui aussi est un homme du Nord. Et la relation entre les deux soldats, qu'un fossé hiérarchique sépare, a de quoi surprendre. Elle est pourtant bien réelle, empreinte d'admiration et de respect mutuel. Après sa longue captivité, le capitaine de Gaulle essaye de donner un nouveau départ à sa carrière et il entre en 1922 à l'école de guerre, où ses résultats sont un peu mitigés, où sa personnalité n'est pas forcément très appréciée. Et le maréchal Pétain va faire pression pour améliorer ses notations finales, de façon à pouvoir le prendre auprès de lui dans son état-major particulier, avec l'intention d'en faire l'un de ses officiers de plume. Le capitaine de Gaulle subjugue le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain qui est quelque chose qui est proche de Dieu, en fait. C'est le vainqueur de Verdun. Pétain va en permanence essayer de faire comprendre à De Gaulle qu'il détient l'autorité, qu'il est le chef. Mais dans le même temps, à chaque fois que De Gaulle lui tiendra tête, Pétain lui pardonnera et continuera à aider sa carrière. Dans ces années 20, De Gaulle étudie les causes de la défaite allemande. Une réflexion qui va donner un premier livre, La discorde chez l'ennemi. L'officier de Gaulle est déjà ce rebelle un peu rugueux qui commence à rompre avec les idées reçues. Le ton de l'analyse tranche vivement avec les livres traditionnels de stratégie. Il explique que si l'Allemagne a perdu la guerre, c'est parce que ce sont les militaires qui, à courte vue, ont écarté les hommes politiques, qui ont établi une dictature militaire au fond en Allemagne, mais qui n'ont pas l'esprit suffisamment large et suffisamment informé pour développer ce qui permet de gagner la guerre, c'est-à-dire une stratégie d'ensemble, des alliances, une puissance économique, toute une série d'éléments que les militaires ne comprennent pas. Et en quelque sorte, on arrive à cette conclusion qui est assez désarmante, que cet officier bien vu, qui a déjà des postes relativement importants dans la hiérarchie militaire, nous explique au fond froidement que la guerre est vraiment une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse aux militaires. En 1928, Yvonne de Gaulle accouche de son troisième enfant. C'est une fille. On la prénomme Anne. Cette naissance devient très vite une épreuve pour Charles et Yvonne. Anne souffre de trisomie. Les médecins proposent de la placer. Profondément chrétiens, les de Gaulle refusent. Comme à chaque drame de sa vie, comme à Verdun, comme dans les prisons allemandes, cette épreuve va transformer la personnalité de Charles. Au contact de cet enfant qui était dépourvu de tout moyen de s'exprimer, de toute forme d'intelligence accessible par autrui, il a déployé des trésors de patience, de tendresse, d'amour. Et je pense que ça a eu un rôle important dans sa vie privée, bien sûr, mais aussi dans sa vie politique, parce qu'elle était un petit peu l'emblème
des innocents, l'emblème des fragiles qu'il faut à tout prix protéger, l'emblème de ceux qui sont impuissants et que donc l'État, la famille doit aider dans l'existence. Anne meurt en 1948. Elle est enterrée à Colombey-les-Deux-Églises. Devant son cercueil, de Gaulle dit à Yvonne « Maintenant, elle est comme les autres ». En 1931, de Gaulle est affecté au secrétariat général de la Défense nationale. Il va y rester 6 ans. Le secrétariat est le point de contact entre le monde politique et l'armée. C'est le lieu où s'élaborent les stratégies de défense. De Gaulle prend le temps d'observer et de forger ses convictions. Il constate que les hommes politiques de la Troisième République, ceux qu'il voit débattre et décider dans ses conseils, ses comités, sont des hommes pour beaucoup capables, dotés de qualités, notamment d'un certain patriotisme. Mais il constate que ce qu'il appelle le système, la machine, anéantit peu à peu les efforts de ces hommes, puisque la nécessité d'avoir une majorité parlementaire, le souci des équilibrages, eh bien finalement, pour lui, réduit fortement l'efficience de ces organes de décision. La majorité des chefs militaires qui siègent au CSDN, ils sont là pour y faire carrière et pour accéder au contact avec le gouvernement, qui est pour eux le summum de la carrière, plutôt que de défendre les intérêts de la nation en guerre. Pendant que les officiers soignent leur carrière, les orages se précisent en Europe. L'Italie a basculé dans le fascisme. En Allemagne, Hitler publie Mein Kampf, Mon combat, le bréviaire du nazisme. L'article central de Mein Kampf, préalable stratégique à tout le reste, c'est la destruction de la France. Sans ça, on ne peut pas se lancer à la conquête du reste du monde si préalablement le sort de la France n'est pas réglé. De Gaulle, il est certain qu'il a lu Mein Kampf. Il suit parfaitement l'actualité internationale. Il sait exactement ce qui se passe en Russie, en URSS, il sait parfaitement ce qui se passe en Allemagne. Depuis 1932, l'Allemagne a commencé à réarmer. De Gaulle vient de publier Le fil de l'épée. La guerre se précise, écrit-il, et l'armée française doit s'y préparer. Les batailles du futur se gagneront avec la force mécanique, les chars et les avions. Une guerre de mouvement offensive qui est celle des nazis. L'exact opposé de la doctrine française. L'armée, au fond, théorise ce qui a été l'attitude de Pétain à Verdun, c'est-à-dire la supériorité de la défensive sur l'offensive. Donc la défensive, c'est la ligne Maginot, qui doit protéger la France. Tout ce qui bouge de façon groupée est considéré comme agressif, quasiment comme fasciste. Et tout ce qui est statique est considéré comme pacifique. Dans les années 1932-34, puis 36-40, c'est la gauche qui est majoritaire au Parlement. Et la gauche admet que la France est une politique défensive, mais pas offensive. Les Français ne veulent déclarer la guerre à personne. Ils veulent simplement défendre leur pays. Janvier 1933, Hitler est au pouvoir. En France, l'immobilisme est de rigueur. On construit la ligne Maginot qui coûte 5 milliards de francs et on investit tout juste 500 millions pour les tanks et les avions. De Gaulle enrage, lui qui milite pour des divisions de 500 chars, capables de percer l'ennemi et de se retourner sur ses arrières pour l'anéantir. Face à l'indifférence de sa hiérarchie, De Gaulle s'adresse à des cadres parisiens où se côtoient politiques et militaires. Notamment le salon d'un ancien officier, très influent, le colonel Mayer. Mais tout cela demeure confidentiel. Alors c'est vers la presse qu'il se tourne. Un journal conservateur, l'Écho de Paris, et surtout un homme, André Pironneau, le rédacteur en chef de l'Écho. Pironneau est un personnage important. Évidemment infiniment plus connu que le commandant de Gaulle. Et Pironneau est manifestement fasciné, ce personnage qui a un réseau de relations extraordinaire.
est vraiment extraordinaire, militaire, diplomatique, mondaine, internationale, princière et royale, etc., se met au service de De Gaulle. On croyait avoir tout dit sur De Gaulle, mais des parts secrètes demeurent. L'historien Jean-Paul Thomas a passé à la loupe les archives de l'Écho de Paris. Il a découvert qu'une 50aine d'articles signés André Pironneau étaient en fait écrits par De Gaulle. Ça donne une source extraordinaire sur De Gaulle, c'est-à-dire qu'on n'a aucun équivalent de ses... En fait, ça fait 50 articles de sa plume. Le total, ça couvre l'équivalent d'un livre de 150 pages, mais étalé sur 5 ans, de 1933 à 1937. Le premier article est une lettre ouverte au président Daladier, président du Conseil et ministre de la Guerre. Vous voyez ce qui s'est passé en Allemagne? Maintenant, on a à se poser la question de la défense du sol national. Et il faut réformer l'armée, parce que l'armée est totalement en dehors des réalités. Dès le deuxième article, il est autant question de géopolitique, de politique et de géopolitique, que de questions militaires techniques. Écrire autant d'articles, c'est transgresser le devoir de réserve auquel tout militaire doit se plier. De Gaulle désobéit, et c'est sans doute pour cette raison qu'il a gardé secret cette activité de journaliste. Les articles parviennent à l'Écho de Paris selon un parcours digne des meilleurs films d'espionnage. Il y avait 3 intermédiaires, du côté de De Gaulle, Yvonne de Gaulle, et de l'autre côté, Thérèse Pironneau, épouse d'André, et la mère de cette dame. Et donc, toutes les semaines, elles avaient un thé dans un salon de thé, et je cite textuellement, les articles passaient tout de suite sous la table, d'un sac à main à l'autre. En 1934 sort Vers l'armée de métier. De Gaulle précise les idées mises en place dans la 50aine d'articles de l'Écho de Paris. Il propose la création d'un corps de professionnels, 100 000 hommes, spécialisés dans les blindés et l'aviation. On voit naître chez De Gaulle à ce moment-là en creux la réflexion sur la dissuasion. Si la France dispose de cette masse, 100 000 hommes, 3 000 chars, capables de se déplacer d'une centaine de kilomètres en une nuit, quelle force de dissuasion face à l'Allemagne? L'armée de métier, pour la gauche, ça renvoie aux prétoriens de Rome, au 2 décembre, au 18 Brumaire, enfin bon, à tous les coups d'État militaires qui ont jalonné l'histoire de France, donc c'est tout à fait inacceptable. Vers l'armée de métier a un tel impact que le général Guderian, le futur architecte de l'invasion de la France, le fait traduire et s'en inspire pour écrire son livre Achtung Panzer. En URSS aussi, le livre est traduit, 5000 exemplaires. En France, on en tire seulement 700. En 1934, Charles et Yvonne de Gaulle achètent la Boisserie, une maison de maître dans un tout petit village de 320 habitants, perdu en Haute-Marne. Colombey les 2 églises. L'idée pour Charles et Yvonne de Gaulle, c'était que leur famille, surtout la petite Anne, reste ici au calme dans cette maison, pendant que lui irait au gré de ses mutations dans les casernes militaires du Nord-Est. Ils ont eu tous les deux le coup de cœur, et de plus, la maison était à vendre en viager, ce qui correspondait aux finances du lieutenant-colonel de Gaulle. En 1934, De Gaulle recherche le soutien d'hommes de pouvoir. Un proche, Jean Auburtin, organise à Paris une rencontre avec une personnalité de premier plan, Paul Reynaud. De Gaulle vient de franchir la porte qui le séparait du monde politique. Paul Reynaud, donc, c'est un député, c'est un homme que l'on situe sur le centre droit, c'est un libéral.
c'est quelqu'un qui va entretenir une correspondance très très nourrie avec De Gaulle et qui va le soutenir notamment pour son avancement au grade supérieur en décembre 1936. C'est quelqu'un qui va défendre les conceptions de Gaulle à la Chambre des députés et qui va faire des propositions de loi visant à entériner sur le plan organisationnel les conceptions de Gaulle. Ces lois ne seront pas acceptées, en partie du fait que Reynaud est un peu marginalisé sur le plan politique à cette époque-là. Quand on voit les lettres que De Gaulle adresse à Reynaud, ça va de la flagornerie pour exalter toutes les qualités du personnage, jusque De Gaulle s'énerve à mesure que les années passent, et surtout au début de la guerre, et on le voit au moment de la guerre, adresser à Reynaud une ou deux lettres où on se demande quel est l'homme fort, si c'est Reynaud ou si c'est cet officier qui lui parle sur un ton assez péremptoire. La deuxième moitié des années 30 est marquée par la montée des fascismes. En Espagne, depuis 1936, la guerre civile fait rage. Hitler envoie la Légion Condor prêter main forte aux troupes de Franco. À Guernica, les bombes nazies massacrent des civils. En Allemagne, la dictature nazie a mis tout un peuple au garde à vous. Le système concentrationnaire se met en place. On brûle les livres des plus grandes figures intellectuelles du pays. Le 12 mars 1938, la Wehrmacht annexe l'Autriche. En septembre, les nazis menacent la toute jeune Tchécoslovaquie. Pendant tout ce temps, l'Europe libre observe les bras croisés. Et puis finalement, on décide de mettre un coup de frein aux appétits de Berlin. À Munich, on négocie avec Hitler, un vrai jeu de dupes dont Chamberlain, le Premier ministre britannique, croit sortir vainqueur. En fait, Hitler vient de rouler tout le monde dans la farine. De Gaulle est assez furieux, on le sait, il est en colère, il est foudrage depuis les accords de Munich. Il ne comprend pas le comportement lâche d'une partie de la classe politique française, aussi bien à droite qu'à gauche. Il est furieux, évidemment, contre la famille nationaliste dont il est issu. Notamment, il est furieux contre Maurras, qui est saisi d'un soulagement au moment des accords de Munich. Le 1er septembre 1939, Hitler jette 1 million d'hommes à l'assaut de la Pologne. À l'Est, Staline déploie 470 000 soldats pour prendre sa part de Pologne. Un pacte a été signé quelques jours plus tôt entre soviétiques et nazis. Cette alliance, les Français n'ont pas eu l'intelligence de la réaliser avant l'Allemagne, comme le préconisait De Gaulle dès les années 20. Le 3 septembre 1939, Britanniques et Français déclarent la guerre à l'Allemagne. Depuis 1937, De Gaulle commande le 507e régiment de chars de combat basé à Metz. En octobre 1939, il présente ses blindés au président de la République, Albert Lebrun. Jusqu'au bout, il aura tenté de convaincre les politiques. En janvier 1940, il adresse, et on retrouve le De Gaulle de 10 ans auparavant, en 80 exemplaires, un mémorandum à un certain nombre de grands chefs militaires et d'hommes politiques en disant ce qui va se passer globalement. Et ce qu'il dit, De Gaulle, c'est plus on attendra, plus la défaite sera terrible. Le 21 mars 1940, le gouvernement Daladier démissionne. Paul Reynaud est appelé à la présidence du Conseil. Le plus fort des soutiens est enfin au pouvoir. De Gaulle n'a jamais été aussi près de toucher au but. Jusqu'en 1940, il pense que ce qu'il veut faire va passer par Reynaud. Donc il est, si vous voulez, à l'intérieur du système. Il pense peut-être qu'il va être le ministre de Défense de Reynaud, ce qui est quand même pas sans importance. Le 10 mai 1940, Hitler ordonne l'offensive générale. C'en est fini de cette drôle de guerre où l'on se regardait en chien de faïence. Le 12 mai,
les panzers du général Guderian percent le front. Guderian, qui avait fait traduire et s'était inspiré du livre « Vers l'armée de métier » d'un obscur colonel de Gaulle. Le 17 mai, les blindés allemands arrivent au nord-ouest de Laon, dans la vaste plaine de Montcornet. De Gaulle fait manœuvrer ses chars. Surpris, les Allemands reculent et laissent sur le terrain plus de 200 morts et prisonniers. La bataille de Montcornet a quand même un intérêt, elle a un intérêt moral, puisqu'elle montre que les blindés français employés avec audace, avec un esprit de décision que l'on connaît à De Gaulle, eh bien, peuvent emporter des succès, au moins tactiques, contre les chars de la Wehrmacht. De Gaulle est en permanence directement au front, commandant, imposant les mouvements. Enfin, il dirige les choses de près, sauf qu'on ne peut pas faire plus que de le permettre les moyens. 90 chars, donc 40 chars lourds. Le 19 mai, De Gaulle passe à nouveau à l'attaque, à 30 km de Montcornet. En manque de renfort, il est repoussé par les Allemands. Le 20 mai, les Allemands sont à Abbeville, avec l'intention d'encercler et d'anéantir les troupes françaises et britanniques. Le 21 mai, contraint de se replier, De Gaulle et son état-major stationnent dans le petit village de Savigny-sur-Ardre. Il y a une compagnie là et la deuxième là-haut dans les bâtiments. 2 fois 80, 160. Ils dormaient sur la paille. Le colonel De Gaulle s'installe dans une chambre au premier étage. L'état-major le contacte pour qu'il rédige un texte qui sera diffusé dans l'émission Le Soldat français. Un appel qui a déjà les accents de celui du 18 juin. Il écrit « Le chef qui vous parle a l'honneur de commander une division cuirassée française. Cette division vient de combattre durement. Eh bien, on peut dire très simplement, sans nulle vantardise, que cette division a dominé le champ de bataille de la première à la dernière heure du combat. Tous ceux qui y servent, général, aussi bien que le plus simple de ses troupiers, ont retiré de cette expérience une confiance absolue dans la puissance d'un tel instrument. Grâce à cela, nous avons vaincu sur un point de la ligne. Grâce à cela, un jour, nous vaincrons sur toute la ligne. Le 27 mai, une attaque britannique sur Abbeville échoue. Les jours suivants, De Gaulle entre en action. Les Allemands reculent et subissent des pertes sévères. Mais les mauvaises liaisons radio empêchent De Gaulle d'apprendre qu'il a presque réussi. Le 30 mai, les Allemands reprennent du terrain. L'état-major français ordonne de cesser toute offensive. Les soldats français, qui sont les fils de ceux de 14, meurent par jour au même rythme que les soldats français de la Première Guerre mondiale. Donc les soldats se sont battus. Le haut commandement français, articulé autour d'un homme particulier, qui est le général Gamelin, est mauvais. L'invasion allemande jette sur les routes des millions de Français. L'exode s'ajoute à la débâcle militaire. Le 1er juin, De Gaulle est nommé général de brigade à titre temporaire. Le 5 juin, il devient sous-secrétaire d'État à la Défense nationale dans le gouvernement de Paul Reynaud. Revenu à Paris, il a des contacts fréquents avec le gouvernement anglais et même Winston Churchill. Le 10 juin, le gouvernement est contraint de fuir la capitale. Que voit De Gaulle entre Paris et la Touraine et Bordeaux? Il voit des réfugiés et il voit des soldats qui se replient. Il est forcément effondré face à ce qu'il voit. Et en même temps, il voit les intrigues de cabinet. Il voit un Paul Reynaud qui se démène comme il peut. Donc à un moment, on retrouve le côté solitaire de Gaulle. Le côté, on va dire, résistant avant l'heure de Gaulle. Le De Gaulle avant De Gaulle vit là ces dernières heures. Le 16 juin, Reynaud démissionne. Philippe Pétain forme un nouveau gouvernement, le dernier
de la Troisième République. Le 17, de Gaulle s'envole pour Londres. Le 18, il lance un appel sur les ondes de la BBC. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. C'est le 18 juin qu'il a signé son acte de naissance en tant que le général avec un grand G, parce que c'est là qu'il stoppe avec le destin qui était écrit pour lui, de rester dans l'armée française, éventuellement d'être fait prisonnier par les Allemands, et où il inverse les cours du destin pour un chemin qui est extrêmement hasardeux, extrêmement périlleux, mais qu'il juge le seul digne de correspondre à sa vision de l'honneur. De Gaulle devient de Gaulle dans la rencontre ou les rencontres qu'il fait avec Churchill. Vraisemblablement, à ce moment-là, son idée est faite qu'il peut organiser, lui, une résistance depuis l'étranger. Mais il y a déjà quelques années qu'il est convaincu que lorsqu'il parle de la nécessité de trouver à la France un chef charismatique, qu'il y a nécessité pour la France d'avoir un véritable manager des civils et des militaires, je suis persuadé qu'il pense à lui déjà. En m'attardant dans les pièces de la boisserie, dans l'intimité d'un géant transformé en musée, j'ai le sentiment que de Gaulle n'a fait que réaliser son rêve d'enfance. En principe, les années se chargent de disperser les espoirs de jeunesse. Pas chez de Gaulle. Tout dans sa vie le conduisait où il voulait aller étant enfant. Une phrase prise au hasard des confidences résume toute son existence. Si vous n'avez pas souhaité être quelqu'un, vous ne le devenez jamais.